Quelle semaine, chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors si vous me voyez les yeux qui pleurent, pris de tout et le nez qui se met à couler, c'est le pollen, hein. C'est tous les printemps et là c'est le moment, hein. Donc j'ai la tête comme ça. Donc comme l'a dit et suggéré mon fils, je dois vous le dire maintenant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, cliquez sur le pouce. Et si c'est pas déjà fait, bah, faites-le, c'est gratuit. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça en fin de vidéo? Fais-le au début. Bon, bah voilà, c'est chose faite. Donc, quelle semaine, quelle semaine. Alors, on a déjà abordé la question de ces attentats terroristes. Écoutez, à part les sources, et je crois que nous avons tous les mêmes qui nous donnent des faits, un déroulé des faits, des événements, la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour que ces événements dramatiques n'aboutissent pas à une catastrophe mondiale et à un déchaînement de vengeance sanglante, et que les gens qui sont confrontés à ces événements agissent avec modération, pondération et mesure. Voilà. Je crois que c'est la seule chose que nous pouvons souhaiter en ce qui concerne ces événements, tout en priant aussi pour toutes ces victimes. Voilà. Ouais, évidemment, le terrorisme, ce n'est pas un acte de guerre. C'est pour ça que le monde s'émeut. Nous comprenons bien qu'il y a une certaine différence entre des armées qui s'affrontent, même si elles s'entretuent, et des gens qui assistent à un concert et qui se font massacrer. euh, voilà. Alors dans ces gens-là, il y avait peut-être en plus des soldats qui étaient en permission, ce qui est ridicule, quoi. Et voilà, c'est profondément le terrorisme abject. Voilà, c'est abject. Ce sont des cibles prises au hasard et innocentes. À la limite que ces gens s'en prennent à des ennemis déclarés, pourquoi pas? Bon, c'est peut-être répréhensible, mais peut-être moins et plus moral. Est-ce que tuer des gens, c'est moral? J'en doute. Ensuite, évidemment, vous avez tous vu ces images du pont de Baltimore qui s'effondre comme un château de cartes en 4 secondes sous le coup de boutoir d'un porte-container géant. Un de ces navires qu'on n'a pas envie de croiser quand on est en mer en voilier, avec un petit voilier. Alors ça arrive tous les jours, hein. Vous le voyez le machin arriver, c'est 25-30 nœuds, ça déboule plus vite que des vedettes rapides, hein, c'est extrêmement rapide. Et c'est chargé à bloc et c'est très peu manœuvrant. Alors, mon avis professionnel de marin m'a amené à porter quelques conclusions. Ce qui s'est passé semble être accidentel. Je pense que c'est inutile de chercher d'éventuels attentats ou une prise de contrôle à distance ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment fonctionnent exactement les circuits électriques de ce navire en question. Ce que je sais, c'est qu'en général, euh, il y a deux systèmes moteurs. Il y a le groupe propulsion. C'est un énorme moteur. En général, c'est un deux temps. Donc je dis bien deux temps, hein, c'est pas comme un moteur de voiture. C'est un moteur qui a très peu de pièces mobiles, hein, juste une bielle, un cylindre qui monte et qui descend, et il y a deux cylindres. Voilà. Et ça marche en deux temps. Donc, et ça crame à peu près tous les fonds de raffinerie, toutes les mauvaises huiles qui n'ont pas pu être raffinées. C'est à ça que servent aussi ces bateaux. Et il faut savoir qu'un navire comme celui qui s'est encastré dans le pont de Baltimore, chaque tour de piston, on va employer des termes simples, hein, ça pollue comme 40 millions, j'ai bien dit 40 millions d'automobiles. Bon. Euh, Sachant qu'il n'y a pas en plus en sortie d'échappement de ces bateaux-là de pot catalytique. Bon, en plus vous avez bien vu sur la photo, on voit un énorme nuage noir sur les images, ceux qui les ont regardées attentivement. Donc que s'est-il passé? Manifestement une panne. Alors, pas une panne du moteur propulsion, hein, puisque on le voit émettre un énorme panache de fumée noire au moment où
toutes les lumières s'éteignent à bord, blackout total, que se passe-t-il? Donc panne électrique. Alors ça aussi c'est assez surprenant parce que l'électricité à bord est produite par des groupes électrogènes. Mais ce sont pas c'est pas le petit groupe Honda où on démarre comme ça à la ficelle, gros comme une tondeuse à gazon. Ce sont des engins, en général redondants, il y en a deux, capables d'alimenter chacun une ville moyenne, type Brest ou Clermont-Ferrand, hein. Sachez-le, c'est quand même des grosses machines. Donc ça tombe pas en panne, ces trucs-là. Et puis en plus, ça tourne H24. Donc c'est tombé en panne. Alors c'est quand même, le déroulé des événements est étrange. Que se passe-t-il? Donc on voit les lumières s'éteindre à bord, plaf! Elle se rallume assez rapidement, mais entre-temps, un énorme panache de fumée noire, le moteur à plein régime et manifestement en arrière toute, parce que le navire est en train de changer de cap. Il est déjà en train de changer de cap au moment où le navire fait arrière toute. Donc il se passe un truc, un événement euh, pas normal. Et à bord, il y a l'équipage du navire, donc en passerelle le capitaine et euh, très certainement le pilote du port, quelqu'un qui est habitué à entrer et sortir du port. Donc il y a deux preneurs de décision en passerelle. Et machine arrière toute, au moment où le navire est en train de partir à fond à droite, donc il tenait son cap entre les deux piles du pont, il allait passer dans son chenal dédié. Panne, il part à droite, arrière toute, ce qui accentue euh, avec le pas de l'hélice, ce sont des hélices qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. C'est pas l'hélice du Zodiac à papa, hein. Et donc, en tournant, ces hélices provoquent un effet de couple et donc accentuent le fait que le navire part à droite et va s'encastrer dans la pile de pont. Ce qui me fait dire que c'est accidentel, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de prévoir l'effet que se produit, ce qui se passerait au moment où un tel navire s'enquirait une des piles du pont. Il n'y avait pas moyen de se dire, bah, ça va faire tomber le pont en 4 secondes. Et le fait est que ça va paralyser une partie de l'économie américaine parce que derrière le pont, il y a un des principaux ports de déchargement des containers américains. Donc chaque navire à quai est coincé à quai avec des pénalités qui vont jusqu'à 200 000 dollars par jour de pénalités. Voilà, ça c'est le coût, c'est le prix que ça coûte de laisser un bateau à quai. Donc c'est des bateaux qui vont de port en port de manière très rapide. Et c'est un vrai balai le déchargement des porte-containers, des containers. Et pour ceux qui ont pu assister à ça, ça va très vite. Tout est agencé à bord et ce sont des grues géantes. Ça monte, ça descend. En principe, en 5-6 heures, le bateau a fini son escale et repart. C'est aussi rapide que ça. Donc là, on voit que le navire qui s'encastre de la pile de pont est plein à rabord, hein. Il manque pas un container à bord. Donc il n'y avait aucun moyen de se dire on va faire écouler le pont en faisant s'encastrer un porte-container géant dans une pile de pont. C'était imprévisible. Que se passe-t-il si on fait rentrer un porte-container géant dans la pile du pont de Baltimore? Difficile à dire. Donc ben, là, le fait est qu'en 4 secondes, le pont est tombé. Mais qui pouvait prévoir une telle réaction? Donc c'est pour ça que je remets en question toutes les théories qui vont dire ah c'est un attentat, prise de contrôle informatique du bateau par des étrangers. Enfin bon, c'est pas très cohérent. Voilà. Il s'est passé un événement. Ce sont des navires avec d'énormes machines, mais un contrôle de plus en plus électronique. Il faut savoir que quand on va comme chef mécanicien sur un de ces bateaux-là, on n'a pas affaire au moteur, on touche à rien, on ne se met pas les mains dans l'huile. On est juste dans une salle en blouse blanche, en combinaison blanche, qui reste blanche, assis sur un fauteuil à contrôler des écrans. Et en général, on procède à des transferts. On transfère, on ouvre des vannes de manière électronique en appuyant sur des boutons, on les referme, on les ouvre, on les referme de manière électronique. C'est pas une action manuelle sur des vannes. On ne va pas en salle des machines. De toute façon, le bruit, même avec un casque anti-bruit, est intenable de ces énormes deux temps.
Donc on est dans une salle climatisée, séparée par une vitre de ces énormes machines. Voilà, le moteur propulsion, pour vous donner un exemple de la taille, si le moteur est à l'arrêt, vous montez sur le dessus d'un cylindre, vous étendez les bras, un homme de taille moyenne, hein, le plus large possible, et vous ne toucherez pas le bord des chemises, tellement c'est gros. Voilà. Et puis ça ne tombe pas en panne. Voilà. Donc ce qui peut tomber en panne, c'est l'électronique. Et il y en a de plus en plus, malheureusement. Et ça ne fait pas du tout bon ménage avec l'air marin. Bon, mais moi, mon avis, c'est que euh, c'est un accident fortuit, indépendant de toute forme de volonté. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et dans la marine, on appelle ça, et dans l'aviation aussi, le cheval chinois. Un événement qui entraîne un événement, qui entraîne un événement, qui entraîne une catastrophe. Ah, un seul événement dramatique ne suffirait pas. Voilà. Donc pour stopper ce navire qui commence à accélérer pour rentrer dans le chenal, il est obligé d'accélérer pour être manœuvrant. Les remorqueurs l'ont largué, et donc pour être manœuvrant, il est obligé d'avoir de la vitesse. Parce qu'autrement, s'il a peu de vitesse, il va être confronté à ces fameux problèmes de couple d'hélice, et il ne sera plus manœuvrant. C'est-à-dire que l'action du safran à l'arrière, de ce qui dirige le navire, sera amoindrie. Moins le bateau va vite et moins l'action du safran est efficace. Surtout si l'hélice tourne dans le sens opposé à l'avancée du bateau. Il y a tendance à exercer un mouvement d'arrêt et de ralentissement. Donc voilà, je pense que c'est un problème, c'est un gros accident et très fâcheux pour l'économie américaine qui bloque un port très important d'échanges commerciaux et qui va coûter des millions et des millions et des millions de dollars à l'Amérique qui peinera à s'en remettre, hein. Ça a des proportions énormes, il faut le savoir. Mais pour moi, c'est accidentel. Alors c'est peut-être un châtiment, qui sait. Alors deuxième info importante, non troisième, nous avons alors je retrouve l'article 18 mois de prison ferme requis contre le directeur de Rivarol, donc Jérôme Bourbon, pour haine homophobe et antisémite, ajoutons d'ailleurs, pour faire bonne mesure. Donc 18 mois de prison ferme, le jugement n'est pas encore tombé, mais ça frôle la folie furieuse. Haine homophobe parce que l'un des chroniqueurs du journal s'est contenté de citer le catéchisme de l'Église catholique concernant l'homosexualité. C'est interdit. Vous n'avez plus le droit en France de citer le catéchisme de l'Église catholique. Et vous êtes obligé d'aimer les homosexuels par des gens qui haïssent ceux qui n'aiment pas les homosexuels. Bon. Voilà. Donc on marche complètement sur la tête. Pour moi, c'est une info importante. Et oui, je vous aime, c'est obligatoire, donc je vous aime. Et les Vikings aussi, je vous aime. Mais oui, c'est obligatoire. Alors, excusez-moi, c'est le pollen, hein, je vous avais prévenu. J'ai le nez qui est comme ça, les sinus, les yeux qui pleurent. Voilà, c'est un peu pénible. Ça m'a duré 5 jours. Donc voilà, Jérôme Bourbon est sur le point d'aller en prison. Je pense qu'il sera condamné. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Cet horrible, épouvantable homophobe antisémite, prison, hein. Et pro-palestinien en plus, et catholique. Alors là, il faut tout de suite condamner l'intégralité des catholiques. Et puis moi, bah, qu'est-ce que vous attendez pour venir me chercher, hein? Parce que j'abonde totalement dans le sens de Rivarol. Rivarol a raison. Bon, j'ai quelques points de divergence, hein, des détails, comme dirait Jean-Marie. Mais je n'ai pas une passion folle pour l'homosexualité et les homosexuels, ni pour la haine du peuple élu, à notre égard, à l'égard du Goy. Ça ne me met pas en transe de bonheur absolu, hein. Et vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez, puis nous condamner. On ne peut pas imposer aux gens d'aimer d'autres gens. Quand on a quelqu'un dans le nez, voilà. Donc c'est de la haine envouée. Non, mais c'est complètement ridicule. Il faudra faire une
définition de la haine, ou au moins une échelle de valeurs. À partir de quand est-on qualifié de haineux? Le fait de dire que ben, la pratique de l'homosexualité est pécamineuse et même coupe de manière définitive de la grâce sanctifiante et empêche d'aller au ciel. Si c'est fait en conscience, hein, et surtout dans le cadre, maintenant, dans le joyeux cadre de la pseudo-église catholique, l'église conciliaire, voilà, où il nous faut accepter le langage inclusif, mes frères et mes sœurs, etc. J'ai entendu ça, ça m'a un peu choqué quand même. Donc voilà, Jérôme Bourbon risque de prendre 18 mois de prison ferme. Autant dire que il y aura un mandat de dépôt et qu'il fera ses 18 mois de prison. Alors avec remise de peine, il passera une grosse année en prison malgré ses 6 enfants. La justice est aveugle parce qu'il n'aime pas les homosexuels. Enfin, je suis désolé, il dénonce la pratique homosexuelle comme pécamineuse. Il est catholique, mais on n'a pas le droit. Voilà, alors c'est interdit. Donc, moralité, j'allais dire une grossièreté, je mettrai un bip. Je, je regarde, on est à 16 minutes, je mettrai un bip. Enculez-vous les uns les autres. C'est le nouveau commandement, les amis. C'est l'amour. C'est pas grossier. C'est le terme enculé, c'est-à-dire enculé, quoi. Voilà. Bon, on marche sur la tête dans cette civilisation délirante. Voilà. Et l'info de taille, hein, c'est vraiment la revue de presse du jeudi. L'info de taille, c'est la faillite totale de l'économie française. Il n'y a pas d'autre mot. Alors nous, évidemment, nous étions au courant depuis longtemps que l'économie française était très mal en point. Mais là, tous ceux qui avaient des pots de saucisson sur les yeux voient le réel. Donc 3 000 milliards de dettes et une dette absolument impossible à rembourser puisque nous sommes à, je ne sais plus combien, 5,5% de déficit du PIB. Alors, je ne suis pas du tout économiste, mais ce sont des chiffres gigantesques, colossaux, qui impliquent des sommes énormes d'argent à rembourser, qui ne sera pas remboursé jamais, donc qui implique à ces gens qui ont la vue courte et qui sont toujours les mêmes. Alors c'est ça qui est le plus étonnant, c'est que ces gens qui sont toujours les mêmes, dans leur vision courte des choses, vont finir de presser le citron, donc choper tous les milliards qu'ils peuvent, donc vos économies, hein, vos propriétés privées, tout ce qu'ils peuvent choper, pour combler une partie du déficit. Ce qui ne changera rien, puisque en pressant le citron, il n'y a pas besoin d'être économiste, ce que je ne suis pas, pour comprendre que ça entraînera un effet inverse. Ça sera une goutte d'eau dans un océan de dette. Et le fait d'appauvrir des gens qui sont déjà pauvres, eh ben, ça réduira encore plus les rentrées fiscales, encore plus l'impôt, encore plus la vitalité de l'économie, etc., etc. Donc c'est totalement contre-productif, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas d'autres. Comme ils sont débiles, que Bruno Le Maire est un débile mental profond, et son chef et son premier ministre, enfin, ce sont des débiles mentaux. Leur seule vision à court terme, c'est de piquer le pognon qui reste. Au lieu de libérer l'économie et de faire fonctionner une économie florissante. Voilà, c'est Monsieur Breton avec l'entreprise dont il était le directeur, qui est en train de s'écrouler et qui nécessite des milliards d'enflouements. Bon, il faut quand même savoir que ces gens-là, depuis le début du deuxième mandat Macron, ont flambé 47 milliards d'euros en cabinet de conseil. Oui, j'ai bien dit 47 milliards d'euros en cabinet de conseil. Donc de quoi rembourser à peu près toutes les caisses qui sont soi-disant en déficit, hein, caisse de retraite, sécurité sociale, etc. 47 milliards d'euros. C'est comme si tout l'argent de nos ménages partait en cabinet de voyants. C'est aussi débile que ça. Alors, le plus impressionnant,
de cette histoire, de toutes ces petites histoires et événements qui sont survenus cette semaine, c'est que ce gouvernement ne fasse pas intégralement tous autant qu'ils sont. Bruno Le Maire le premier, Macron en deuxième, le petit Attal en troisième, Harakiri. Dans un monde normal, avec un minimum d'honneur, ces gens-là devraient se faire Harakiri. Ils sont démasqués, ils ont menti, même sciemment, hein, en connaissance de cause. Ils ont arnaqué les Français, ils ont volé notre argent, ils sont déshonorés et ils doivent se faire seppuku. Ces gens-là doivent euh, se faire. Je veux bien, j'ai une collection de la gueule, je veux bien les assister, leur mettre un coup de massue pour. Ah, oh la vache! Bah oui, c'est le pollen du printemps. C'est ça qui m'étonne le plus, moi. C'est que ces gens-là soient encore là et à nous dire, ah ben, on va, on, on va vous piquer votre pognon à vous les pauvres, surtout. Hein. On va diminuer vos retraites, on va diminuer vos allocations chômage, dûment payées d'ailleurs, hein, financées par l'argent prélevé à la source de votre salaire. C'est à vous, hein, c'est votre pognon. Mais on va vous empêcher de le toucher quand vous serez au chômage. Donc voilà, ces gens-là vont encore plus assécher le pays, le détruire encore plus et le rendre totalement exsangue et ils sont encore au pouvoir. Et on a des espèces de députés, la Ciotti, qui a une voix de passer comme ça, voilà, qui sont en train de se demander si peut-être ils vont pas faire une motion de censure. Alors évidemment, moi, ayant fait sécession d'avec cette République, étant allé longuement promener mon chien en toussant et crachant tout ce que je pouvais pour me vider les sinus dans les bois ce matin, et puis en plus il fait un froid de bique, j'assiste au spectacle, hein. Mais on est quand même assez désabusé, parce que nous sommes impactés, qu'on le veuille ou non, hein, sécession ou pas. Ces gens-là impactent notre quotidien. Et en détruisant le pays, bah, ils nous détruisent avec, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, moi ça m'étonne. Et voilà, ce qui m'étonne le plus, c'est il devrait y avoir là publiquement, en place publique, un seppuku officiel d'Emmanuel Macron. Euh, voilà, il devrait nous annoncer tel jour, telle heure. Donc demain ou après-demain, je reconnais mon échec et je vais foncer sur un sabre japonais et m'éventrer euh, pour mon peuple, par amour de la France et du bien commun, parce que je suis incapable, incompétent, et que je ne mérite pas autre chose que cela. Donc c'est beaucoup. Euh, voilà, le peuple dira, eh bien écoute, vas-y gars, en effet, nulle part tu pourras trouver refuge en France, à partir de maintenant tu es déshonoré. Sauf qu'on vit dans un monde qui n'a plus d'honneur. Voilà, j'espère que le seul recours de Macron pour masquer la faillite que nous voyons maintenant apparaître hein, ne sera pas la guerre. C'est ce qu'il semble. Hein. Voilà, il semble se diriger vers la guerre à seule fin de masquer son échec total qui devrait entraîner son seppuku. Donc je vous l'ai dit, hein, abonnez-vous, et ben je vous le redis. Allez hop, à demain peut-être.